22 janvier 1879, 6 heures du matin. Le lieutenant John Shard des Royal Engineers vérifie une dernière fois le pont de corde qui enjambe la rivière Buffalo. Cette frontière naturelle sépare la colonie britannique du Natal du redoutable royaume zoulou. À 31 ans, cet ingénieur méticuleux ne s'attend pas à voir l'action. Sa mission est maintenir les communications entre les avant-postes britanniques. Rorke's Drift n'est qu'un point perdu sur les cartes de l'état-major. Cette ancienne mission suédoise transformée en dépôt de vivres abrite 139 hommes de la garnison britannique. 2 bâtiments de pierre blanche se dressent dans la poussière du Veld. L'entrepôt bourré de caisses de biscuits militaires et de sacs de maïs, et l'ancien presbytère reconverti en hôpital de campagne. 35 malades et blessés y récupèrent de la dysenterie et des fièvres tropicales. Le lieutenant Gonville Bromhead commande la compagnie B du 2e bataillon du 24e régiment d'infanterie. À 23 ans, ce fils d'officier sourd comme un pot, un peu selon ses camarades, dirige 112 soldats gallois, des gars solides venus des vallées minières, endurcis par le travail et la discipline militaire. Ils portent l'uniforme écarlate traditionnel sous leur casque colonial blanc, armés du redoutable fusil Martini Henry calibre .577. Cette arme peut tuer un homme à 500 mm, mais nécessite 15 secondes pour recharger. James Eyre, un marchand irlandais, a construit cette ferme isolée en 1849. Il a choisi cet emplacement stratégique près du gué de la Buffalo pour commercer avec les Zoulous. Après sa mort, les missionnaires suédois ont repris les lieux pour évangéliser les tribus locales. Maintenant, l'armée britannique utilise ce poste comme base arrière pour l'invasion du Zululand décrétée par Lord Chelmsford. Le major Henry Spalding, quartier-maître de l'état-major, supervise le dépôt. Cet administrateur méticuleux gère les tonnes de vivres et munitions stockées pour alimenter l'offensive britannique. 20 000 cartouches sont entreposées dans l'arsenal improvisé. Des montagnes de farine, de thé, de bœuf salé et de rhum s'entassent dans l'entrepôt. Cette réserve doit permettre à l'armée de Chelmsford de tenir plusieurs semaines en territoire ennemi. L'atmosphère est tendue ce matin-là. Hier, des éclaireurs ont signalé des mouvements de troupes zoulous dans les collines environnantes. Le roi Cetshwayo mobilise son armée pour défendre son royaume contre l'invasion britannique. 40 000 guerriers se rassemblent autour de la capitale du Lundi. Ces régiments d'élite ont fait trembler toute l'Afrique australe pendant des décennies. Vers 10 heures, Shard quitte son campement près de la rivière pour rejoindre Isandlwana, où Lord Chelmsford a établi son camp principal. L'ingénieur doit clarifier ses ordres concernant les ponts et les communications. Il laisse son détachement de sapeurs sous la surveillance du sergent Bourne, un vétéran de 20 ans de service. Midi sonne à la montre de Spalding quand arrive un message urgent de Chelmsford. Le général demande des renforts immédiats à Isandlwana. Des reconnaissances ont repéré une importante force zoulou qui menace le flanc de la colonne principale. Spalding rassemble immédiatement 50 hommes du Natal Native Contingent, ses auxiliaires africains qui servent dans l'armée britannique. Avant de partir, le major consulte l'annuaire militaire pour désigner son remplaçant. Un détail bureaucratique va changer l'histoire. John Shard a une commission antérieure de 3 mois à celle de Bromhead. Malgré son jeune âge, l'ingénieur devient officiellement commandant du poste. Spalding lui donne ses dernières instructions. Tenez la position coûte que coûte. Ces vivres sont vitaux pour notre campagne. Shard retourne vers son pont quand un cavalier épuisé surgit au galop. Le lieutenant Gert Adendorf du Natal Native Contingent apporte des nouvelles qui glacent le sang. Isandlwana est tombé, l'armée est anéantie. Les Zoulous arrivent ici. L'homme tremble de fatigue et d'épouvante. Son cheval s'effondre, couvert d'écume et de sueur. Les détails du désastre émergent peu à peu. 20 000 guerriers zoulous ont fondu sur le camp britannique vers midi. L'attaque a pris les soldats par surprise pendant qu'ils déjeunaient. Les munitions ont manqué au moment critique. Plus de 1300 hommes ont été massacrés, dont la quasi-totalité du 1er bataillon du 24e régiment. Les drapeaux sacrés du régiment ont disparu dans la mêlée. Un second cavalier confirme l'horreur. Ce soldat des Natal Carbineers a vu les derniers survivants se faire submerger par les assagais zoulous. Il raconte les corps mutilés, les tentes enflammées, l'artillerie britannique capturée intacte. C'est la plus grande défaite militaire de l'Empire depuis la révolte des Sipais en Inde. Mais la nouvelle la plus terrifiante suit. 4000 guerriers zoulous du régiment d'Umbonambi marchent vers Rorke's Drift.
Ces hommes n'ont pas participé au massacre d'Isandlwana. Ils brûlent de prouver leur valeur au combat et de s'emparer du riche butin européen stocké dans le dépôt. Chard rejoint Bromhead en courant. Les deux officiers se connaissent à peine, mais ils doivent prendre une décision vitale. Fuir vers Helpmekar avec leurs hommes ou défendre le poste. L'assistant commissaire James Dalton, un ancien sergent du 86e régiment reconverti dans l'intendance, tranche le débat. En terrain découvert, ils nous rattraperont et nous massacreront. Ici, nous avons des murs et des munitions. Nous pouvons tenir. 15 heures. Chard ordonne la mobilisation générale. Chaque seconde compte maintenant. Les soldats abandonnent leurs corvées habituelles et se ruent vers les réserves. Ils saisissent les sacs de maïs de 90 kilos et les traînent pour construire des barricades entre les deux bâtiments principaux. Ces sacs transforment la paisible mission en camp retranché. Les hommes travaillent avec une énergie désespérée. La sueur ruisselle sous leurs uniformes rouges. Ils empilent les caisses de biscuits militaires, creusent un fossé rudimentaire, perçant des meurtrières dans les murs épais de l'hôpital. Chaque position doit pouvoir couvrir les autres par des feux croisés. Bromhead répartit ses hommes selon leurs compétences. Les meilleurs tireurs prennent position aux meurtrières avec vue dégagée sur les approches. Les soldats blessés mais valides se voient confier la distribution des munitions. Les malades les plus graves restent couchés dans l'hôpital. Armé de fusils chargés, le chirurgien James Reynolds transforme une pièce de l'entrepôt en poste de secours de fortune. Il rassemble ses instruments, prépare des bandages, dispose ses réserves de laudanum pour calmer la douleur. Ce médecin de 28 ans sait qu'il va devoir opérer sous le feu ennemi avant la fin de la journée. Les soldats vérifient leur Martini Henry avec un soin maniaque. Ils nettoient les canons, graissent les mécanismes, ajustent les hausses. Chaque homme reçoit 60 cartouches, soit 4 fois la dotation normale. Ces munitions représentent leur seule chance de survie face à un ennemi 20 fois supérieur en nombre. Dalton supervise la construction des défenses avec l'œil expert du vétéran. Il fait creuser des embrasures pour tirer à couvert, aménage des couloirs de repli entre les positions, organise des dépôts de munitions dans chaque secteur. Sa longue expérience du combat colonial guide chaque décision tactique. 16h20, des coups de feu éclatent sur les collines environnantes. Les éclaireurs britanniques tirent des signaux d'alarme pour avertir la garnison. Au loin, sur les crêtes qui dominent la mission, une ligne sombre apparaît contre le ciel. D'abord, quelques silhouettes isolées, puis des centaines, puis des milliers. Les guerriers zoulous se déploient en formation traditionnelle selon la tactique séculaire de l'impondo zankomo, les cornes du buffle. Le centre va frapper de front pour fixer l'ennemi pendant que les ailes l'encerclent. Cette manœuvre a vaincu tous les peuples d'Afrique australe depuis l'époque du roi Shaka. La vue de cette armée sème la panique parmi les innatifs indigènes. Les 500 hommes du Natal Native Contingent jettent leurs armes et s'enfuient vers les collines en hurlant de terreur. En quelques minutes, la garnison perd plus de la moitié de ses effectifs. Seuls restent 139 Britanniques pour affronter la tempête qui approche. 16h30. Le silence du Veld africain explose soudain. 4000 gorges poussent le cri de guerre ancestral des Zoulous. Un rugissement bestial qui fait vibrer l'air chaud de l'après-midi. Tous hurlent en frappant leurs boucliers de peau avec leurs assagais. Ce bruit roule sur la plaine comme un grondement de tonnerre glaçant le sang des défenseurs terrés derrière leurs barricades improvisées. Les premiers guerriers dévalent les pentes au pas de course, leurs plumes d'autruche noires et blanches ondulant dans le vent. Ils portent le bouclier ovale traditionnel en peau de vache tachetée, la courte lance des stocks appelée assagai, et beaucoup brandissent des fusils Martini Henry, pris aux morts d'Isandlwana. Ces hommes sont des vétérans aguerris, entraînés depuis l'enfance aux arts martiaux zoulous. Le régiment Utulwana ouvre l'attaque, suivi par les guerriers de l'Umbonambi et de l'Ingo Bamakosi. Ces unités d'élite peuvent courir 80 km par jour et se battre à l'arrivée. Leur endurance légendaire a fait la terreur de tous leurs ennemis. Ils avancent en rang serré, scandant leur chant de guerre, indifférents aux balles qui commencent à siffler autour d'eux. Chard observe cette marée humaine qui déferle vers ses positions dérisoires. L'ingénieur calcule mentalement. À cette vitesse, l'ennemi atteindra les barricades dans 3 minutes. Il crie ses ordres d'une voix qui porte par-dessus le vacarme. « Attendez mon commandement. Visez le centre de masse. Économisez vos munitions. » Bromhead court le long des défenses pour encourager ses hommes malgré sa surdité.
Le jeune officier gallois sent la peur qui tenaille ses soldats face à ce spectacle terrifiant. Certains tremblent ouvertement en voyant approcher cette avalanche de guerriers. D'autres murmurent des prières en serrant leurs fusils. À 200 mètres, Shard hurle. Premier rang, feu! Une salve dévastatrice fauche la première ligne d'assaut zoulou. Les fusils Martini-Henry crachent la mort avec une précision mortelle. 20 guerriers s'effondrent d'un coup, fauchés par les balles de gros calibre, mais leurs camarades bondissent par-dessus les corps sans ralentir. Deuxième rang, feu! 15 secondes plus tard, une nouvelle volée abat la ligne suivante. Les Zoulous tombent par dizaines, mais leur élan ne se brise pas. Ils continuent de charger en hurlant, enjambant leurs morts et leurs blessés. Leur courage frise la folie pure. À 52 mètres, les soldats britanniques tirent à volonté. Chaque balle trouve sa cible dans cette masse compacte. Les corps s'accumulent devant les barricades, mais les survivants atteignent les défenses et tentent de les franchir. Le combat devient un corps à corps sauvage, où se mélangent les coups de baïonnette et les estocades d'assagais. Le soldat Williams enfonce sa baïonnette dans le ventre d'un guerrier qui escaladait les sacs de maïs. L'homme s'effondre en arrière, entraînant 2 autres assaillants dans sa chute. Mais déjà, un 4e guerrier bondit par-dessus ses camarades. L'assagaï est levé. Williams n'a pas le temps de recharger. Il part le coup avec son fusil et riposte d'un coup de crosse qui fracasse le crâne de son adversaire. 17h45. Les Zoulous découvrent le point faible des défenses britanniques, l'hôpital. Ce bâtiment isolé à l'extrémité du périmètre ne peut être défendu efficacement que par ses propres occupants. Or, 35 malades et blessés s'y entassent, dont beaucoup sont incapables de se battre. Seuls 9 soldats valides gardent l'hôpital, répartis dans 6 chambres distinctes. Et dans 6 chambres distinctes, ils ont percé des meurtrières dans les murs épais et barricadé les portes avec des lits et des armoires. Mais ces défenses improvisées ne résisteront pas longtemps à un assaut déterminé. Le guerrier Ketchwayo Kanyoka mène la charge contre l'hôpital. Ce vétéran de 30 batailles repère immédiatement la faiblesse de cette position isolée. Il rassemble une 50aine d'hommes et lance l'attaque, pendant que ses camarades fixent l'attention des défenseurs sur le front principal. Les premiers Zoulous atteignent le toit de chaume avec leurs torches. Les flammes se propagent rapidement dans la paille sèche, transformant l'hôpital en brasier. La fumée âcre envahit les pièces où s'entassent les malades britanniques qui ne peuvent pas fuir. Le soldat Henry Hook défend la chambre numéro 1 où gisent 4 blessés graves, dont un amputé de la jambe. Ce colosse de 27 ans, ancien boxeur dans le civil, fait face à 6 guerriers zoulous qui enfoncent la porte barricadée. Il abat le premier d'une balle en pleine poitrine, embroche le second à la baïonnette, mais les autres se ruent sur lui. Hook se bat comme un démon, reculant d'une chambre à l'autre entraînant les blessés. Il perce un trou dans le mur mitoyen à coups de pioche pour évacuer ses malades vers l'arrière du bâtiment. Un guerrier zoulou bondit par une fenêtre. L'assagaï est levé. Hook pivote et lui tranche la gorge d'un coup de baïonnette remontante. Dans la chambre 3, le soldat Joseph Williams tient seul contre 8 assaillants. Ce Gallois de 22 ans tire sa dernière cartouche à bout portant, fracassant le crâne d'un chef de guerre zoulou. Puis il charge à la baïonnette, perçant le bouclier et le torse de son adversaire. Mais une assagaï le transperce entre les côtes. Williams s'effondre, crachant le sang, mort en héros à 22 ans. L'incendie fait rage maintenant dans tout l'hôpital. Les poutres craquent et s'effondrent dans une gerbe d'étincelles. Hook évacue le dernier malade par le trou qu'il a percé dans le mur arrière. 10 hommes sauvés grâce à son courage surhumain. Mais l'hôpital est perdu. 18 heures. Shard prend la décision la plus difficile de sa vie. Abandonner l'hôpital en flammes et replier ses hommes vers un périmètre plus réduit autour de l'entrepôt. Cette retraite sous le feu va coûter des vies, mais c'est le seul moyen d'éviter l'encerclement total. « Repli général sur l'entrepôt !» hurle l'ingénieur par-dessus le fracas du combat. Les soldats commencent un mouvement de retraite méthodique, couvrant leur repli par des feux nourris. Ils traînent leurs blessés en reculant mètre par mètre, disputant chaque pouce de terrain aux guerriers zoulous. Le sergent Frank Bourne, ce vétéran de 40 ans qui a servi aux 4 coins de l'Empire, organise l'arrière-garde avec un sang-froid remarquable. Il fait tirer ses hommes par échelons successifs, permettant à chaque groupe de recharger pendant que l'autre fait feu. Cette tactique classique sauve des dizaines de vies. Les Zoulous s'engouffrent dans la brèche ouverte par la prise de l'hôpital. Ils débordent les défenses britanniques et menacent de prendre l'entrepôt à revers. Mais Dalton a prévu cette éventualité.
Il a fait construire une seconde ligne de barricades autour du bâtiment principal, utilisant les dernières caisses disponibles. Bromhead rassemble ses hommes derrière ce nouveau périmètre dérisoire. Ils ne tiennent plus que quelques mètres carrés, mais chaque centimètre sera défendu jusqu'à la mort. L'entrepôt devient leur alamo, leur dernière position avant l'anéantissement total. Les guerriers zoulous, galvanisés par leur succès, lancent immédiatement l'assaut final. Ils se ruent contre les nouvelles barricades en poussant leurs cris de guerre. Mais ces défenses plus compactes sont plus faciles à tenir. Les soldats britanniques concentrent leur feu sur un front plus étroit. Le caporal Allen Chess, ce Suisse de 23 ans engagé dans les troupes coloniales, se distingue par son courage exceptionnel. Malgré une balle dans l'épaule, il continue de tirer méthodiquement, abattant 6 guerriers en autant de coups. Son sang-froid impressionne même ses camarades britanniques. L'hôpital s'effondre dans un brasier gigantesque qui illumine tout le champ de bataille. Les flammes montent vers le ciel nocturne, créant une lueur orangée sinistre. La fumée âcre pique les yeux et les gorges. L'odeur de chair brûlée se mélange à celle de la poudre et du sang. 19 heures, la nuit tombe sur Rorke's Drift, mais la bataille redouble d'intensité. Les Zoulous, enhardis par la prise de l'hôpital, multiplient leurs assauts contre le périmètre réduit des Britanniques. Ils attaquent de tous côtés simultanément, cherchant à submerger les défenses par le nombre pur. Le prince d'Abulamanzi observe le combat depuis la colline d'Oscarberg. Ce demi-frère du roi Setchwayo commande 4000 guerriers d'élite, mais il commence à douter de l'issue de cette bataille. Ses hommes se brisent contre ces barricades dérisoires depuis 3 heures. Les pertes s'accumulent dangereusement. Pourtant, l'honneur zoulou exige de poursuivre l'attaque. Ces guerriers ne peuvent pas rentrer chez eux sans avoir lavé dans le sang l'affront d'Isandlwana. Ils doivent prouver leur bravoure au roi et aux ancêtres. La mort au combat vaut mieux que la honte d'une retraite. Les soldats britanniques se battent dos au mur dans leur réduit final. Leurs uniformes rouges sont maculés de sang et noircis par la poudre. Beaucoup sont blessés mais continuent de tirer depuis leur position. La fatigue commence à faire des ravages après 4 heures de combat ininterrompu. Chard et Bromhead parcourent inlassablement leur minuscule périmètre, encourageant leurs hommes, distribuant les munitions, colmatant les brèches. Ces 2 officiers inexpérimentés font preuve d'un leadership remarquable sous le feu. Ils donnent l'exemple du courage et du sang-froid. 20h30, les Zoulous changent de tactique. Toliza. Certains guerriers armés de fusils pris à Isandlwana s'installent sur les collines environnantes et tirent sur les défenses britanniques. D'autres tentent des infiltrations nocturnes, rampant dans l'obscurité pour surprendre les sentinelles. Le soldat Fred Hitch, malgré une balle dans l'épaule, continue de distribuer les munitions en rampant d'un poste à l'autre. Ce Gallois de 24 ans refuse d'être évacué vers l'infirmerie de Fortune. Il préfère mourir au combat plutôt que d'abandonner ses camarades. Son exemple galvanise tous les défenseurs. Les munitions diminuent dangereusement. Chaque cartouche doit compter maintenant. Les soldats visent avec plus de soin, économisant leurs balles pour les cibles les plus menaçantes. Dalton fait ramasser toutes les cartouches des morts et des blessés pour alimenter les positions qui tiennent encore. 21 heures. Une nouvelle vague d'assaut déferle contre l'entrepôt. 50 guerriers zoulous se ruent simultanément contre la barricade sud, cherchant à la franchir d'un élan. Les baïonnettes britanniques les accueillent dans un corps à corps effroyable. Le sang gicle sur les sacs de maïs éventrés. Le caporal Lance enfonce sa baïonnette dans le ventre d'un chef de guerre zoulou qui escaladait les défenses. L'homme s'effondre en arrière, mais son assagai perce l'épaule du caporal. Lance arrache la lance et la retourne contre un second assaillant, qu'il transperce au cœur. Il combat maintenant avec les armes de l'ennemi. 22 heures. L'attaque se ralentit enfin. Les Zoulous ont perdu des centaines d'hommes contre ces barricades maudites. Leurs chefs commencent à comprendre que leurs charges traditionnelles ne peuvent rien contre des positions préparées défendues par des armes modernes. Mais l'honneur tribal interdit d'abandonner. Le chirurgien Reynolds opère sans relâche dans son poste de secours improvisé. Il ampute une jambe broyée, extrait des balles des blessures, recoude les plaies béantes. Ses instruments luisent de sang dans la lueur des flammes. Ce médecin fait des miracles avec des moyens dérisoires. Minuit, les attaques s'espacent, mais ne cessent jamais complètement. Les Zoulous harcèlent les défenseurs par petits groupes, les empêchant de se reposer. Ils tirent depuis les collines, lancent leurs assagais par-dessus les barricades, tentent des coups de main nocturnes.
Les soldats britanniques luttent contre le sommeil autant que contre l'ennemi. Certains s'endorment debout, leurs fusils à la main. D'autres hallucinent de fatigue, voyant des guerriers zoulous dans chaque ombre. Seule la discipline militaire et la peur de mourir les maintiennent éveillés. 2 heures du matin, la bataille entre dans sa 10e heure. Les défenseurs sont au bout de leurs forces physiques et morales. Plus de la moitié sont blessés à des degrés divers. Les munitions touchent au fond des réserves. Chaque homme compte maintenant ses cartouches sur les doigts d'une main. Chard fait le tour de ses positions avec Bromhead. Les 2 officiers évaluent sobrement leurs chances de survie. Quasi nulles si les Zoulous maintiennent la pression jusqu'à l'aube. Leurs hommes ne pourront pas résister à un dernier assaut massif avec leur maigre réserve de munitions. Le soldat Jones s'effondre d'épuisement à son poste. Ce mineur gallois de 19 ans a tiré plus de 100 cartouches depuis le début du combat. Ses mains saignent à force de manœuvrer son Martini Henry brûlant. Le sergent Bourne le gifle pour le réveiller. « Debout, mon gars, ce n'est pas le moment de dormir. » 3 heures, les attaques zoulous faiblissent encore. Beaucoup de guerriers sont blessés ou épuisés après 10 heures de combat. Leurs chefs peinent à maintenir la cohésion des unités décimées. Le doute s'insinue dans les rangs face à cette résistance inattendue des Britanniques. Dabula Manzi hésite pour la première fois depuis le début de la bataille. Ses régiments d'élite se saignent contre ces barricades maudites sans résultat tangible. Il a déjà perdu plus d'hommes ici qu'à Isandlwana. Faut-il poursuivre ce massacre stérile ou préserver ce qui reste de ses forces? 4 heures. L'obscurité commence à pâlir à l'horizon. Les premières lueurs de l'aube du 23 janvier pointent au-dessus des collines. Les soldats britanniques voient le jour se lever avec des yeux hagards. Ils ont tenu toute la nuit. L'impossible s'est produit. 139 hommes ont résisté à 4000 guerriers zoulous. Le soldat Williams, homonyme du mort de l'hôpital, tire sa dernière cartouche sur un guerrier qui rampait vers les barricades. Sa balle perce le bouclier et la poitrine de l'homme qui s'effondre à 10 mètres des défenses. Williams fouille ses poches. Plus une seule munition. Il ne lui reste que sa baïonnette. 5h30. Les attaques zoulous cessent progressivement. Les guerriers survivants se replient vers les collines en emportant leurs blessés. Ils ont échoué dans leur mission, prendre le dépôt britannique et venger Isandlwana. Cette défaite ternit leur réputation d'invincibilité. 6 heures. Un silence étrange s'abat sur Rorke's Drift. Après 12 heures de combat ininterrompu, le fracas des armes s'est tu. Les défenseurs regardent autour d'eux avec incrédulité. Ils sont vivants. Contre toute logique militaire, ils ont survécu à cette nuit d'enfer. 7 heures du matin, 23 janvier. Les premières lueurs dorées du soleil africain révèlent un spectacle d'apocalypse. Rorke's Drift n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. L'hôpital n'existe plus, réduit à quelques murs calcinés. Les barricades sont criblées de balles et maculées de sang séché. Partout gisent les corps des combattants des 2 camps, enchevêtrés dans la mort. Les cadavres de guerriers zoulous forment comme un tapis autour des positions britanniques. Certains sont morts à quelques mètres seulement des barricades, preuve ultime de leur courage suicidaire. Les soldats survivants contemplent ce carnage avec des yeux vides. Leurs uniformes rouges sont déchirés et noircis. Beaucoup ont le visage balafré par les assaguets ou les éclats de pierre. D'autres saignent de multiples blessures, mais tiennent encore debout par miracle. Chard fait l'inventaire des munitions. Moins de 50 cartouches pour toute la garnison. Une attaque de plus, et ils étaient perdus. Le destin s'est joué à quelques balles près, à quelques minutes près. L'histoire a basculé sur un cheveu cette nuit-là. Soudain, une nouvelle colonne zoulou apparaît sur les collines. Le cœur des défenseurs se glace. Ils n'ont plus la force de combattre. Leurs dernières cartouches ne suffiront pas à repousser un nouvel assaut. Mais ces guerriers ne bougent pas. Ils restent immobiles sur les crêtes, observant. Puis le miracle se produit. À l'horizon sud, un nuage de poussière s'élève. Des soldats britanniques approchent au pas de course, baïonnettes au canon. Lord Chelmsford arrive avec les survivants de sa colonne, alertés par les lueurs de l'incendie qui ont illuminé la nuit. Les Zoulous, pris entre 2 feux, préfèrent se retirer. Ils disparaissent dans les collines aussi silencieusement qu'ils étaient venus, emportant leurs morts et leurs blessés, selon la tradition. Le prince d'Abulamanzi n'a pas réussi à effacer la honte d'Isandlwana. Chelmsford découvre les ruines de Rorke's Drift avec stupéfaction. Il s'attendait à trouver un charnier, pas des survivants. Ces hommes dénombrent méthodiquement les corps zoulous.
351 morts autour du périmètre défensif. Les pertes britanniques, 17 morts, 10 blessés graves. Un ratio de 20 contre 1 en faveur des défenseurs. Shard rédige son rapport officiel d'une main encore tremblante de fatigue. Sa prose sèche et factuelle ne trahit rien de l'enfer vécu cette nuit. À 15h30, informés de l'approche de l'ennemi, nous avons préparé nos défenses. L'attaque a commencé vers 16h30 et s'est poursuivie jusqu'à l'aube. L'ennemi a été repoussé avec de lourdes pertes. Derrière ces mots administratifs se cache l'une des plus grandes épopées militaires de l'époque victorienne. Chelmsford saisit immédiatement l'importance de cette victoire pour le moral de l'Empire. Après la catastrophe d'Isandlwana, Rorke's Drift redonne confiance aux Britanniques dans leur supériorité militaire. Le général expédie un télégramme urgent vers Londres. Poste de Rorke's Drift héroïquement défendu par 139 hommes contre 4000. Zulus, ennemi repoussé avec pertes énormes, recommande décorations exceptionnelles pour tous les défenseurs. Ce message va électriser l'opinion publique britannique. Bromhead, toujours sourd, sourit vaguement en regardant ses hommes panser leurs blessures. Ce jeune officier médiocre, selon ses pairs, vient d'accomplir l'exploit de sa vie. Il ne réalise pas encore qu'il va devenir l'un des héros les plus célèbres de l'Empire victorien. Les soldats fouillent méthodiquement les corps zoulous pour récupérer armes et munitions. Ils découvrent des fusils Martini Henry, pris à Isandlwana, des assagais finement ciselés, des boucliers ornés de motifs tribaux. Ces trophées témoignent de la qualité de leurs adversaires. Le chirurgien Reynolds continue d'opérer les blessés dans son poste de secours improvisé. Il ampute 2 jambes broyées, extrait 15 balles, recoud des dizaines de plaies. Ce médecin de campagne sauve plus de vies en une nuit qu'en 10 ans de service colonial. Dalton supervise le nettoyage du champ de bataille avec son efficacité habituelle. Cet ancien sergent comprend l'importance des détails logistiques. Il fait enterrer les morts britanniques avec les honneurs militaires et brûler les cadavres zoulous pour éviter les épidémies. 3 jours plus tard, la nouvelle de Rorke's Drift atteint Pietermaritzburg, capitale du Natal. Le gouverneur Sir Henry Bulwer expédie immédiatement un rapport enthousiaste vers le Colonial Office de Londres. Cette victoire tombe à pic pour sauver la réputation du gouvernement de Disraeli. L'opposition libérale britannique critiquait violemment cette guerre coloniale coûteuse et incertaine. Le désastre d'Isandlwana avait renforcé ses attaques. Rorke's Drift change la donne politique en transformant une défaite en épopée héroïque. Les journaux londoniens se déchaînent. Le Times titre « L'héroïsme britannique triomphe en Afrique ». L'Illustrated London News publie des gravures spectaculaires de la bataille. L'opinion publique, traumatisée par Isandlwana, se passionne pour cette histoire de courage contre l'adversité. Shard et Bromhead découvrent leur célébrité naissante avec un mélange de fierté et d'embarras. Ces hommes simples n'avaient fait que leur devoir selon eux. Ils ne comprennent pas pourquoi Londres les traite en héros nationaux, alors qu'ils ont simplement survécu par chance. Le soldat Henry Hook devient l'incarnation du courage populaire britannique. Son sauvetage des malades de l'hôpital en flammes captive l'imagination publique. Les journalistes en font un géant invincible alors qu'il mesure 1,70 m et pèse 60 kg. Pourtant, la gloire a son revers. Beaucoup d'officiers supérieurs grincent des dents devant ces décorations exceptionnelles. Le général Wolseley, qui remplace Chelmsford, qualifie Shard de « type inintéressant et stupide, bon à rien ». Cette jalousie professionnelle empoisonnera la carrière des héros. La reine Victoria en personne s'intéresse au sort des défenseurs. Elle lit personnellement le rapport de Shard, impressionnée par le sang-froid de ces hommes ordinaires face à l'extraordinaire. Elle leur donne des récompenses sans précédent pour une seule action militaire. Le 2 mai, la Gazette de Londres publie la liste des décorations accordées aux défenseurs de Rorke's Drift. 11 croix de Victoria sont décernées, un record absolu dans l'histoire militaire britannique. Cette profusion de récompenses transforme une bataille tactiquement mineure en épopée nationale. John Shard reçoit la Victoria Cross et une promotion au grade de major avec effet rétroactif. Sa citation évoque un exemple remarquable de courage et de leadership sous les circonstances les plus éprouvantes. L'ingénieur timide devient du jour au lendemain l'une des figures les plus célèbres de l'armée. Gonville Bromhead obtient la même distinction et le même avancement. Sa citation souligne son sang-froid et sa détermination qui ont largement contribué au succès de la défense. Le jeune sourd devient un modèle pour tous les officiers subalternes de l'Empire.
Henry Hook reçoit la Victoria Cross pour sa bravoure exceptionnelle dans le sauvetage de ses camarades blessés sous le feu ennemi. Son exploit de l'hôpital en flammes inspire des dizaines de récits héroïques dans la presse populaire britannique. Le chirurgien James Reynolds est décoré pour ses soins héroïques aux blessés pendant 12 heures de combat. Ce médecin de 28 ans devient le symbole du dévouement professionnel face au danger. Sa carrière bénéficiera de cette notoriété jusqu'à sa retraite. Les autres décorés incluent les soldats William Jones et David Jones, homonymes gallois, Frederick Hitch malgré sa blessure, le caporal Alan Chess pour son courage exceptionnel et James Dalton pour son rôle tactique décisif. Chacun incarne une facette du courage britannique. 4. Distinguished Conduct Medals complètent cette moisson exceptionnelle de décoration. Le sergent Frank Bourne, trop jeune pour la Victoria Cross selon les règlements, reçoit cette distinction et une promotion. Son leadership de l'arrière-garde a sauvé des dizaines de vies. Cette générosité décorative suscite des controverses dans les milieux militaires. Certains officiers estiment que ces récompenses visent surtout à effacer la honte d'Isandlwana. D'autres y voient une dévaluation des plus hautes distinctions britanniques par opportunisme politique. Rorke's Drift change profondément la perception britannique de la guerre zoulou. Cette victoire prouve que les guerriers africains, malgré leur courage, ne peuvent pas grand-chose contre des positions préparées défendues par des armes modernes. La supériorité technologique européenne reprend ses droits. Chelmsford tire les leçons tactiques de cette bataille. Il réorganise ses colonnes en formations plus compactes, multiplie les positions fortifiées, améliore la logistique des munitions. Ces réformes lui permettront de remporter la victoire finale à Ulundi 6 mois plus tard. Pour les Zoulous, Rorke's Drift démontre les limites tragiques de leur système militaire traditionnel. Leurs charges héroïques se brisent sur les barricades européennes. Leur courage individuel ne compense plus leur retard technologique. Cette bataille annonce la fin de leur indépendance. Le roi Cetshwayo comprend que son royaume ne peut pas résister longtemps aux Britanniques. Il tente des négociations diplomatiques mais Londres refuse tout compromis. L'Empire veut la soumission complète du Zululand pour sécuriser l'Afrique du Sud. La guerre se poursuit jusqu'en juillet 1879. Les Britanniques remportent victoire sur victoire grâce à leur nouvelle tactique. La bataille d'Ulundi brise définitivement la puissance militaire zoulou. Cetshwayo est capturé et déporté. Son royaume disparaît de la carte. Dabula Manzi, le prince qui commandait l'attaque de Rorke's Drift, survit à la guerre mais son prestige est ruiné. Il meurt en 1886, amer de n'avoir jamais pu effacer cette défaite. Ces guerriers survivants racontent encore l'histoire de ces Britanniques impossibles à vaincre. L'annexion du Zululand ouvre la voie à l'unification de l'Afrique du Sud, sous contrôle britannique. Cecil Rhodes et ses associés exploitent les mines d'or et de diamants découvertes dans la région. L'économie coloniale prospère sur les ruines des royaumes africains. 1881. L'exposition de la Royal Academy de Londres révèle au public britannique le chef-d'œuvre de Lady Elizabeth Butler, La défense de Rorke's Drift. Cette toile monumentale transforme définitivement la bataille en mythe national. Les visiteurs se pressent en foule devant cette œuvre saisissante. Le peintre français Alphonse de Neuville produit une version encore plus spectaculaire de la bataille. Sa vision romantique de l'héroïsme militaire influence durablement l'imagerie populaire de Rorke's Drift. Ses œuvres fixent pour l'éternité l'image de cette épopée. Les écrivains s'emparent à leur tour de cette histoire. Des dizaines de romans populaires racontent les exploits des défenseurs. Chaque auteur brode sur la réalité, ajoutant des détails dramatiques qui enrichissent la légende. La fiction dépasse progressivement les faits. Les music halls londoniens montent des spectacles sur Rorke's Drift. Les acteurs rejouent la bataille devant des publics enthousiastes. Populaire ancre définitivement l'événement dans la culture britannique. L'héroïsme devient un spectacle de masse. L'Église anglicane fait de Rorke's Drift un exemple de providence divine. Les sermons évoquent ces hommes sauvés par la grâce contre un ennemi païen. Cette interprétation religieuse ajoute une dimension spirituelle à l'épopée militaire. Les écoles britanniques inscrivent Rorke's Drift dans leur programme d'histoire. Des générations d'écoliers apprennent par cœur les noms des héros et leurs exploits. Cette pédagogie patriotique forge l'identité impériale britannique pour des décennies. 1964, le cinéaste Cy Enfield porte Rorke's Drift à l'écran dans son film Zulu. Stanley Baker incarne Chard avec une intensité remarquable, tandis que Michael Caine fait ses débuts dans le rôle de Bromhead.
Cette œuvre magistrale touche un public mondial. La gloire de Rorke's Drift se révèle souvent empoisonnée pour ses héros. Shard termine sa carrière comme colonel, mais ses supérieurs ne lui pardonnent jamais sa célébrité. Il meurt prématurément d'un cancer de la langue en 1897, rongé par l'alcool et l'amertume. Bromhead sert fidèlement en Inde après la guerre zoulou, mais sa surdité s'aggrave avec l'âge. Il sombre dans une dépression chronique, hanté par les souvenirs de cette nuit sanglante. Il succombe au typhus en 1892 dans un hôpital militaire d'Allahabad. Henry Hook devient gardien du zoo de Londres après son service militaire. Les visiteurs viennent voir le héros de Rorke's Drift nourrir les lions. Cette existence paisible contraste étrangement avec sa gloire guerrière. Il meurt en 1905, oublié par une génération qui a découvert de nouveaux héros. Beaucoup d'autres défenseurs finissent mal. L'alcoolisme ravage les rangs de ces hommes marqués par la violence. Certains deviennent mendiants dans les rues de Londres, exhibant leurs médailles pour quelques pièces. La société victorienne oublie vite ses héros vieillis. Le caporal Alan Chess retourne en Suisse après la guerre, mais ne s'adapte jamais à la vie civile. Il enchaîne les emplois, hanté par les cauchemars de Rorke's Drift. Sa Victoria Cross ne lui ouvre aucune porte dans son pays natal, indifférent aux gloires coloniales britanniques. Seuls quelques-uns s'en sortent vraiment. Le sergent Bourne fait une belle carrière militaire et termine lieutenant-colonel. Le chirurgien Reynolds prospère dans la médecine civile. Mais ces exceptions confirment la règle. La gloire militaire se paie souvent très cher. Les familles des morts de Rorke's Drift reçoivent des pensions dérisoires. Leurs veuves sombrent dans la pauvreté malgré le sacrifice de leur mari. L'Empire britannique honore ses héros morts mais néglige leurs survivants. Cette ingratitude sociale ternit l'éclat de la victoire. Un siècle après Rorke's Drift, l'Afrique du Sud post-apartheid redécouvre cette bataille sous un angle nouveau. Les historiens sud-africains remettent en question la version britannique traditionnelle. Ils soulignent le courage des guerriers zoulous et dénoncent l'invasion coloniale. Le site de Rorke's Drift devient un lieu de réconciliation entre les communautés. Un musée moderne présente les deux versions de l'histoire, britannique et zoulou. Les visiteurs découvrent que l'héroïsme n'était pas le monopole d'un seul camp cette nuit-là. Un mémorial aux guerriers zoulous est érigé en 2005 près des ruines de l'ancien hôpital. Cette sculpture de bronze représente un léopard protégeant les boucliers des morts. Elle honore ces hommes tombés loin de chez eux pour défendre leur patrie menacée. Les descendants des protagonistes se rencontrent parfois sur le champ de bataille. Britanniques et Zoulous mélangent leurs souvenirs familiaux pour reconstituer cette nuit tragique. Ces échanges apaisent les rancœurs héritées de l'époque coloniale. Rorke's Drift inspire encore les militaires modernes. Les académies militaires du monde entier étudient cette bataille comme exemple de leadership sous pression. Les leçons tactiques restent valables. Importance de la préparation, cohésion des équipes, économie des moyens. Mais cette bataille pose aussi des questions morales durables. Peut-on célébrer une victoire militaire obtenue dans le cadre d'une guerre d'agression coloniale? Comment concilier l'admiration pour le courage individuel et la condamnation du système qui l'a produit? L'industrie du divertissement continue d'exploiter le filon de Rorke's Drift. Jeux vidéo, romans, films alimentent régulièrement la fascination pour cette épopée. Chaque génération redécouvre cette histoire à travers le prisme de ses propres préoccupations. Au-delà des controverses politiques et historiques, Rorke's Drift conserve une dimension humaine universelle. Cette bataille illustre la capacité de l'homme ordinaire à accomplir l'extraordinaire quand les circonstances l'exigent. Elle démontre que le courage n'est pas l'apanage des héros de naissance. Shard et Bromhead n'étaient que deux jeunes officiers médiocres, selon leurs contemporains. Hook était un simple soldat sans grade ni éducation. Reynolds était un médecin de campagne sans ambition particulière. Pourtant, tous ont trouvé en eux des ressources insoupçonnées face à l'extrême. Cette transformation révèle un aspect fondamental de la nature humaine. Nous ignorons nos limites véritables tant que l'épreuve ne nous les révèle pas. Rorke's Drift prouve qu'en chacun sommeille un héros potentiel, attendant son heure pour se manifester. La bataille enseigne aussi l'importance de la préparation et de l'organisation face à l'adversité. Sans les barricades improvisées et la répartition judicieuse des munitions, le courage seul n'aurait pas suffi. L'héroïsme se nourrit autant d'intelligence que de bravoure.
Elle démontre enfin la force de la cohésion d'équipe dans les situations extrêmes. Ces 139 hommes n'ont survécu que parce qu'ils sont restés soudés malgré la peur et l'épuisement. Leur solidarité a transcendé les différences de grade et d'origine sociale. Rorke's Drift résonne encore aujourd'hui parce qu'elle touche aux valeurs permanentes de l'humanité. Courage, sacrifice, loyauté, détermination. Ces qualités traversent les époques et les cultures. Elles inspirent tous ceux qui doivent affronter l'adversité sous ses multiples formes. Cette nuit du 22 au 23 janvier 1879 a produit l'une des plus belles leçons de courage de l'histoire militaire. Elle prouve qu'avec de la détermination et un peu de chance, les plus faibles peuvent triompher des plus forts. Cette vérité dépasse largement le cadre colonial qui l'a vu naître. Rorke's Drift continuera d'inspirer tant que des hommes devront faire face à des défis apparemment insurmontables. Car cette bataille raconte l'histoire éternelle de David contre Goliath, du petit nombre contre la multitude, de l'espoir contre le désespoir. Une histoire qui se répète à chaque génération sous des formes nouvelles. Au final, peu importe que cette victoire ait servi une cause discutable, l'essentiel reste le témoignage de grandeur humaine qu'elle représente. Ces 139 hommes ont prouvé qu'en des circonstances exceptionnelles, l'homme ordinaire peut devenir extraordinaire. Cette leçon vaut tous les empires. 59.